Tout d'abord, vis-à-vis de l'intervenant précédent, je tiens à souligner l'intérêt et l'importance que continue à avoir pour nous, pour notre organisation, la médecine du travail. Et tu l'as rappelé avec justesse, c'est un secteur qui aujourd'hui est plus qu'en déshérence, plus qu'en jachère, et plus que jamais, il est nécessaire d'y redonner tout son souffle avec les moyens adaptés si on veut continuer à être efficace en matière de santé au travail. Donc merci de l'avoir souligné, je tenais à y ajouter mon petit mot en tant que secrétaire confédéral sur ce thème. La question de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un sujet qui est relativement récent en termes d'appréhension. Donc je vais simplement vous donner quelques éléments chiffrés pour poser un peu le paysage et puis vous expliciter comment les choses sont articulées à la fois au plan national et puis également au plan régional. Donc je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Pardonnez-moi de vous embêter avec cela, mais ça me paraît indispensable. Alors, lors des enquêtes emploi, il y a à peu près 2 300 000 salariés qui sont considérés comme étant en situation de handicap, au sens large, c'est-à-dire en incluant ceux dont le handicap n'est pas reconnu administrativement, mais qui déclarent un problème de santé durable et des difficultés importantes dans les tâches quotidiennes. Sur ce chiffre, il y a à peu près 900 000 qui bénéficient d'une reconnaissance administrative de handicap. Et cela, c'est selon le rapport de l'IGAS de janvier 2018, donc ce sont des chiffres tout à fait officiels et parlants. Vous avez 95% des procédures d'inaptitude dans lesquelles le salarié est déclaré inapte à son poste qui se soldent par un licenciement. Et selon le même rapport de l'IGAS sur la désinsertion professionnelle, ce sont 5 à 10%, soit entre 1 et 2 millions de salariés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi à court ou moyen terme en raison d'un problème de santé ou de handicap. Le nombre d'attributions de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap ou malades progressent déjà de façon continue depuis plusieurs années pour, concernant ces derniers, atteindre aujourd'hui plus de 510 000 personnes dont la majeure partie est éloignée durablement de l'emploi. Là, il s'agit des chiffres de Pôle emploi. Et enfin, selon une étude de la DARES qui date de 2011, c'est un petit peu éloigné, sur les parcours professionnels des personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous voyez, je n'évoque pas trop les acronymes, 60% d'entre eux ont connu un problème de santé qui a impacté leur vie professionnelle, contre seulement 20% pour ceux n'ayant pas cette reconnaissance. Voilà un peu pour les éléments chiffrés dans le cadre de ce paysage. Donc les actions de maintien dans l'emploi ou en emploi ont pour objectif de permettre à des personnes dont le handicap ou les problèmes de santé restreignent l'aptitude professionnelle de rester en activité ou de la reprendre dès consolidation, soit par aménagement de leur emploi, soit par changement d'activité ou d'emploi. Donc la démarche de maintien dans l'emploi se mue petit à petit dans les différentes politiques en une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle qui intervient, elle, plus en amont. Le terme de prévention de la désinsertion professionnelle prend mieux en compte la nécessaire continuité entre prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais j'y reviendrai plus loin dans mon propos. La prévention de la désinsertion professionnelle se définit en effet comme la prévention du risque de perte d'emploi d'un salarié à la suite d'une altération de sa santé. La prévention des risques professionnels doit permettre de prévenir ou de réduire ces altérations causées par le travail. Cette prévention est d'autant plus importante en présence d'un travailleur présentant un handicap et pour lequel l'adaptation de poste ou d'emploi nécessite d'être pris en compte le plus en amont possible. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées affirme le principe de non-discrimination et donne la priorité au travail en milieu ordinaire en misant sur la citation des employeurs. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification pour qu'une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui existent de par la législation et cela nécessite évidemment un certain nombre d'implications tant au plan national que régional. Alors au niveau national, et pardonnez-moi, mais il y a de multiples structures et d'interlocuteurs. Certains diront qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Et j'évoquerai peut-être tout à la fin la question de la négociation santé au travail et du rapport de la mission Lecoq.
En tous les cas, au niveau national, nous avons le Conseil d'orientation des conditions de travail, au sein duquel siègent les organisations syndicales et qui participe à l'élaboration des politiques publiques dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il a le pouvoir d'émettre un avis et des propositions dans ces domaines. Il est consulté sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques. C'est notamment au sein de cette instance qu'est élaboré le plan santé au travail. Dans ce cadre, les problématiques de maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion sont de plus en plus présentes, démontrant la volonté des interlocuteurs sociaux de se saisir de ces questions, ce qui n'était pas nécessairement le cas au préalable, où on parlait plutôt de conditions de travail et d'organisation du travail. Alors, suite aux discussions tenues au sein du groupement permanent d'orientation, du comité d'orientation des conditions de travail, il y a beaucoup de structures qui travaillent sur ces sujets. L'une des orientations stratégiques retenues pour le plan santé au travail 2016-2020 est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc c'est une vraie priorité d'ordre national. C'est ainsi que ce plan conforte cette thématique en lui consacrant donc un objectif opérationnel dédié. Ce plan donne donc comme objectif opérationnel numéro 5 de prévenir la désinsertion professionnelle et d'améliorer le maintien dans l'emploi, et notamment pour les personnes handicapées. Il s'agit notamment d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité aux droits pour les travailleurs en risque de désinsertion professionnelle en établissant une cartographie de l'offre existante en accompagnement et de développer un outil en ligne afin de rendre cette offre lisible et accessible à tous. Mettre en place une offre régionale coordonnée d'accompagnement des travailleurs et des entreprises en développant la coordination des acteurs régionaux du maintien dans l'emploi, notamment entre les services de santé au travail, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, l'AGEFIP, les services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, etc. Développer, mobiliser et diffuser les connaissances et les outils qui concourent au maintien dans l'emploi. Les actions déployées dans le plan santé au travail numéro 3 donc s'inscrivent dans le cadre de ces actions mises en avant par les interlocuteurs sociaux dans les conventions d'objectifs et de gestion, aussi bien dans la branche accident du travail et maladie professionnelle que dans la branche maladie. Je vais vous passer un peu les détails de ces conventions d'objectifs et de gestion, simplement pour dire que c'est donc une thématique qui fait l'objet donc d'une priorité nationale. Et cela a été réaffirmé dans une déclaration du GPO d'avril 2018, à laquelle EFO, bien évidemment, a pris toute sa part pour aboutir à cette priorisation d'ordre national. J'en viens maintenant à l'articulation au niveau régional. Donc, depuis l'apparition du décret de 2016, le comité régional d'orientation des conditions de travail, donc il va falloir s'habituer avec l'ensemble de cycles de ces structures, remplace donc le comité régional de prévention des risques professionnels. Donc le CROCT, il faut employer l'acronyme et vous faire sourire, a notamment pour mission de participer à l'actualisation et à l'élaboration de diagnostics territoriaux portant sur la prévention des risques professionnels et de participer à l'élaboration du plan régional de santé au travail qui décline, lui, le plan national de santé au travail. Vous voyez, donc tous les interlocuteurs, aussi bien au plan national qu'au plan régional, ont tout leur sens et travaillent directement en lien et au plus près des territoires en la matière. Je vais vous passer un petit peu des éléments d'ordre un peu technique sur le travail de ces différents groupes, mais ils sont à même de pouvoir proposer donc une stratégie tout à fait cohérente au plan local. Et dans l'ensemble de ces structures, on y retrouve évidemment des administrateurs force ouvrière qui sont présents et qui donc organisent et argumentent et appuient l'ensemble de ces stratégies au plan national, mais aussi évidemment au plan local. Donc dans ces GPRO, groupes permanents, régionaux, d'orientation, au sein de ces CROCT, on a donc tous les partenaires sociaux ainsi que les pouvoirs publics qui donc disposent de toute la légitimité, c'est important d'appuyer sur ce terme, pour s'assurer de l'implication et de la coordination de l'ensemble des acteurs au plan local pour que la prévention de la désinsertion professionnelle soit le plus efficace possible au service des personnes en situation de handicap
et surtout pour éviter une dégradation de leurs propres conditions de travail au sein donc de leur propre entreprise. Il y a des expériences particulières qui existent, je vais en citer deux. Vous avez particulièrement le plan régional de santé au travail de la région des Pays de Loire, qui en fait une priorité. Et dans ce cadre-là, leur plan régional vise notamment à identifier les acteurs et les partenaires afin d'améliorer la mobilisation de ces derniers pour rendre visible l'action du maintien dans l'emploi, informer sur l'ensemble des outils de construction des parcours professionnels et sensibiliser surtout les très petites entreprises. Parce qu'il y a une approche particulière souvent au niveau des grands groupes, comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais pas nécessairement au niveau des très petites entreprises, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens et l'approche spécifique nécessaire. On a également le plan régional de santé au travail de la région Normandie, qui, là aussi, mis en place des dispositifs tout à fait particuliers et qui sont extrêmement nécessaires et indispensables pour mobiliser l'ensemble des acteurs au plan régional. Donc je ne vais pas, là aussi, tous vous les citer parce que ce serait un petit peu beaucoup trop long. Mais j'en viens maintenant pour évoquer quand même la question de la négociation sur la santé au travail. Tout le monde a entendu parler du rapport Lecoq. Et le rapport Lecoq qui évoque aussi la question du handicap. Et nous, on a eu l'occasion de dire et de présenter le fait que nous souhaitons avoir une négociation la plus large et la plus complète sur la question de la santé au travail et qui est extrêmement large et qui permet donc d'impliquer à la fois tous les acteurs et d'évoquer tous les sujets sur cette question, y compris ce que j'évoque actuellement, y compris la situation du handicap. Je me permets de m'arrêter quelques instants là-dessus parce que quand on parle particulièrement du rapport Lecoq, ça n'est qu'un aspect, un seul aspect, et que le rapport de la mission Lecoq, même s'il y a des éléments intéressants, ne s'attaque, lui, qu'à la question de la gouvernance. Et ce n'est pas à travers la gouvernance que l'on va vraiment négocier complètement un sujet aussi important en matière de santé, en matière de, entre guillemets, de gestion du handicap et de prévention de la désinsertion professionnelle. Il faut une négociation la plus complète possible. Le rapport de la mission Lecoq permet au gouvernement d'appréhender cette question-là que sous le fait de vouloir, là aussi, réaliser un certain nombre d'économies en étatisant l'ensemble des structures qui existent, aussi bien au plan national qu'au plan local, au plan régional. Et puis, ça permet également, en passant, de mettre à bas le paritarisme extrêmement précis et concret qui existe encore pour la branche accident du travail, maladie professionnelle, puisque c'est la seule branche de la sécurité sociale où il existe encore un paritarisme réel et concret. Je me permets d'insister là-dessus parce que ça me paraît important. Et enfin, pour terminer, vous dire que vous constatez au travers de tout cela qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés au plan national et au plan régional. Et donc ça nécessite là également l'implication de tous, à tous les niveaux. Et nous sommes tous, pour reprendre l'image qui a été évoquée tout à l'heure, un colibri. Et on a tous nos rôles à jouer, et particulièrement les représentants de notre organisation à tout niveau, parce que là aussi, c'est grâce à leur implication qu'on sera de plus en plus efficace, et notamment dans les branches professionnelles, et notamment dans les entreprises. Merci de votre attention. Merci Serge.